Bonjour à tous. Parfait. Bonjour. Bonjour. Tout le monde voit mon écran, c'est bon? Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu peux le mettre en mode Je- présentation. Voilà. C'est bon, tout le monde le voit? Nickel. Bon, je vais essayer de vous faire une présentation de Novatec INEF 4, qui effectivement a un modèle économique un peu particulier et une activité qui est liée avec du moins une partie de ce que j'ai entendu, parce que je n'ai pas pu assister à la totalité des échanges l'après-midi. Et je vais d'abord commencer par moi. Donc, je suis Manuel Barra, directeur commercial dans Novatec INEF 4. Et je suis à Novatec INEF 4 depuis 3 ans et demi. Et je connais Novatec INEF 4 depuis à peu près plus d'une dizaine d'années. Car avant de devenir salarié, ça permettra d'avoir l'introduction, j'ai été un associé de cette structure, puisque j'étais précédemment dans une structure qui avait adhéré à cette société coopérative d'intérêt collectif. Alors, que fait Novatec INEF 4? Nous sommes tout d'abord positionnés sur un siège qui est à Anglette, entre Bayonne et Biarritz. Nous avons des bureaux à Bordeaux et puis l'année dernière, nous nous sommes déployés sur Toulouse, Lyon et Lille. Paris étant déjà un site qui existait précédemment, puisque nous sommes joints avec un fonds de dotation qui s'appelle Promodu UNEF 4 il y a quelques années et qui nous a rejoints. Et ce fonds de dotation est en fait un fonds de dotation qui reçoit à travers des mécènes qui sont des industriels, des fonds qui sont en partie défiscalisés à hauteur de 100% et qui donnent lieu notamment à des groupes de travaux. Ces groupes de travaux permettant notamment de répondre à plusieurs problématiques qui peuvent être, pour certaines qui ont été exposées dans l'après-midi, traitant de la transition énergétique, de l'économie circulaire, du numérique, du bâtiment dans sa globalité, puisque dans ces mécènes-là, on va y retrouver des gens comme Saint-Gobain, Schneider, Legrand, on va y retrouver des gens comme Soprema, des architectes, et puis des startups aussi, qui sont adhérentes et qui travaillent dans cette équipe. Alors, on est né il y a 19 ans sur la volonté de la région Nouvelle-Aquitaine qui déjà se posait ces grandes questions dont on évoque, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont la transition énergétique. À l'époque, Novatec est né parce que cette région se posait, je vais dire, les bonnes questions sur l'orientation qu'elle devait avoir dans les 30 à 40 années qui allaient suivre, et puis surtout de commencer déjà à accompagner les industriels, les TPE, les PME du secteur de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est comme ça qu'en fait est né Novatec, avec aujourd'hui 60 ingénieurs, chercheurs, architectes qui sont autour de ce bâtiment. Ce qu'on a été chercher, quelque chose que je rappellerai un peu plus tard, un modèle aussi sur lequel on s'est inspiré, c'était d'aller chercher des modèles qui existaient notamment en Espagne, de l'autre côté de la frontière, pour ainsi dire. On a voulu voir avec des sociétés comme Tecnalia, qui sont associées aujourd'hui chez nous, donc dans cette société coopérative d'intérêt collectif, quelles étaient leurs actions, comment ils étaient organisés, comment ils répondaient au marché et avec quoi ils y répondaient. On avait à l'époque deux autres structures qui étaient la Fédération française du bâtiment pour la région de Nouvelle-Aquitaine et puis il y avait aussi la PAV qui sont venus nous créer. Depuis, nous réalisons à peu près 220 projets par an, une partie de R&D et une partie de B2B. J'expliquerai un peu plus en détail qu'est-ce que c'est la R&D chez nous. On réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros avec ces 60 personnes. Et donc, comme je le disais, on est une société coopérative d'intérêt collectif, mais on est aussi un CRT, un centre de recherche, enfin de ressources technologiques, qui est un centre qui a des missions d'intérêt général, tout comme les cellules de diffusion technologique qui sont à la disposition des PME dans certaines régions et avec certaines spécialités. Notre mission, quelle est-elle? Elle est à trois niveaux. Elle est d'aider finalement l'ensemble de la filière
par l'accompagnement dans l'invention, par l'invention et le développement de certaines solutions qui vont derrière impacter de façon importante l'ensemble de la chaîne des acteurs par ces bénéfices que peut apporter chacun des travaux qu'on va réaliser seul ou avec ces gens-là, ou voire même avec les centres de recherche technologique. Ceci au bénéfice de la transition énergétique et environnementale de l'ensemble de la filière. Et finalement, avec qui le faisons-nous? On le fait en fait avec l'ensemble des acteurs, depuis, je dirais, l'État, les collectivités, les TPE, les PME, les ETI. Tous ces gens aujourd'hui qui ont de près ou de loin une action travaillent finalement, on travaille avec eux et ils travaillent avec nous. Voilà un peu dans le schéma que je commençais à vous expliquer, un peu les évolutions de Batec en 2004, avec la FFB, la PAV et Tecnalia, qui à l'époque s'appelait Inasmet. Puis ensuite, la fusion avec l'Ecocampus, une équipe de chercheurs qui était dans l'université à Talence. Puis ensuite, on a été rejoint par déjà l'intégration de la Nouvelle-Aquitaine comme partenaire et associé sous la forme de cette SCIC, Société Coopérative Intercollectif, puis l'Université de Bordeaux, et enfin la FCBA pour avoir en 2013 cette première labellisation de Institut de la transition énergétique et environnementale, dont nous sommes les seuls à avoir été labellisés aujourd'hui au niveau national. D'autres instituts existent. Il y a des gens de l'INES qui sont pas loin de chez vous, puisque je parle grosso modo à des gens qui sont du côté de Lyon aujourd'hui en séance, du côté de Chambéry, il y a l'INES, et puis il y a d'autres cellules qui sont autour du solaire et du photovoltaïque au niveau parisien et autres. Donc c'est en 2017 qu'on décide finalement de devenir une société coopérative d'intérêt collectif, alors qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, nous sommes aussi une SA au capital variable. Et on a un code APE qui est assez simple à vérifier, qui est 71 ou 12B. Et donc, c'est plutôt l'ingénierie qui nous pilote dans nos activités. Et en 2018, cette labellisation nous a entraînés dans ce cercle du bâtiment durable dans lequel on intervient. Alors, nos expertises, elles sont larges, elles vont du produit au quartier. Bien que l'on soit que 60, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on intervient dans le domaine du bas carbone évoqué précédemment par l'autre intervenant, dans le domaine de l'économie circulaire, dans les façades, dans les enveloppes des bâtiments, dans les outils numériques dédiés à la conception de tous ces bâtiments, que ce soit en phase de très amont ou en phase de réalisation, mais aussi sur la garantie de la performance énergétique de ces bâtiments. Et enfin, le confort et la santé, puisque ce sont des éléments qui sont hyper importants, que ce soit à travers les apports lumineux ou à travers la qualité de l'air intérieur, qui, comme vous le savez, l'un comme l'autre, sont inscrits depuis la RT 2012 dans ces réglementations qui nous accompagnent et que l'on doit suivre notamment pour la réalisation des bâtiments. Le chantier 4.0, et puis finalement l'intégration de l'usager au centre de l'ensemble des projets dans lesquels on peut être à intervenir. Alors, je passerai rapidement ce champ d'action, puisque on le, on le voit, il traite aujourd'hui la conception et développement des essais, l'intégration des innovations dans les différents bâtiments, tout ce qui va toucher l'impact environnemental, les méthodologies ou la réalisation de certains produits qui peuvent être demain installés dans le bâtiment. Et puis, il y a 8 ans déjà, on était déjà dans ces politiques de massification de la rénovation énergétique par déjà des idées qui touchaient comment on pouvait, en industrialisant un certain nombre de solutions, impacter de façon très positive les différents bâtiments dans lesquels on allait travailler, et notamment et en priorité tout ce qui est de l'ordre du bailleur social, comme parfois aussi certaines copropriétés dans lesquelles on arrive parfois à rassembler la volonté de tous les gens et de faire des rénovations qui sont intéressantes et impactantes. Alors, on va dire que globalement, le marché est toujours là, 500 000 rénovations en termes d'objectifs par an, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que tout simplement, jusqu'à maintenant, le marché du neuf a attiré les acteurs vers cette partie-là et beaucoup moins vers la partie rénovation, mais j'ai l'impression que les choses sont en train de changer et qu'il va falloir enfin
se remettre dans cette rénovation, c'est utile sous peine, je dirais, d'avoir des factures énergétiques qui seront impayables par les différents occupants des bâtiments. Et puis l'économie circulaire, on en entend beaucoup parler depuis l'Ukraine. Nous étions déjà un acteur il y a 13 ans, puisque dans notre genèse à Novatec INEF4, on avait compris qu'on pouvait réutiliser, réemployer ou transformer certains éléments qui étaient issus de la déconstruction et mélanger avec certains autres matériaux pour les rendre plus efficaces, plus décarbonés parfois, et d'arriver à apporter des solutions globales. Et puis ensuite, la concertation, car aujourd'hui, on s'est aperçu depuis bien des années que sans concertation, les projets ne se font pas et on fait la concertation au plus haut niveau, ou je dirais très en amont possible, pour que finalement ces projets puissent se réaliser sans trop d'embûches et avec la plus grande inertie possible. Alors, un modèle qui s'appuie sur trois grands piliers. Nous sommes à la fois des gens qui faisons de la R&D amont. Je vais prendre un simple exemple. On va prendre des exemples issus du biomimétisme, c'est-à-dire qu'on va prendre la science de l'animal ou du végétal. Je prendrai un exemple très simple, imagé. Je vais prendre une feuille, quelle qu'elle soit, d'un végétal qui soit quelconque. Je vais analyser et issu de cette analyse, je vais peut-être sortir de tout ça un élément qui, intégré dans une façade d'un bâtiment, permettra de faire ressortir les qualités premières de cet élément végétal et le faire valoir sur cette façade pour que, par exemple, il y ait une protection thermique, que ce soit protégé, que l'eau s'écoule plus facilement, etc., etc. Cette partie R&D amont est plutôt une partie qui est traitée essentiellement avec des laboratoires universitaires ou des centres de recherche. Ça veut dire qu'on candidate au niveau d'une région, au niveau de l'Europe, et puis si les idées et les projets retenus sont là, ben finalement, on va participer ou collaborer avec des équipes communes, c'est-à-dire qu'on va mélanger nos chercheurs, nos architectes, nos ingénieurs et nos spécialistes dans certains domaines, avec nos moyens techniques que l'on possède sur Bordeaux ou sur Anglette, avec ces équipes, et on va réaliser ce produit ou cette solution qui verra le jour dans 5, 6 ou 7 ans. La R&D aval, elle est déjà un peu plus évoluée, c'est-à-dire qu'on est déjà à l'étape du proto, c'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose dont un inventeur, une entreprise ou un organisme a déjà imaginé quelque chose et il a besoin d'être accompagné pour finalement le mettre sur le marché, à la fois d'un point de vue technique, permettant peut-être parfois d'aller jusqu'au DATEC, mais aussi d'y mêler des éléments qu'on va retrouver dans le BATEC, à savoir des compétences ou des connaissances qui complètent finalement l'idée de cet inventeur. Je prends un exemple très rapide. Deux ingénieurs sortant de chez Airbus à Toulouse avaient développé des algorithmes pour la suite de satellites ou la poursuite de satellites et se sont dit qu'à travers ces algorithmes, ils pourraient éventuellement les mettre au bénéfice du bâtiment et notamment en inventant une façade, en prenant deux vitrages et en incorporant au milieu des lamelles de sort vénitien qui, inclinées à un certain degré, permettaient notamment de freiner ou de protéger le bâtiment sur ces grandes façades vitrées du rayonnement et finalement de faire moins appel à la climatisation dans les bâtiments. Ça, c'est quelque chose qui était important et qu'ils ont fait. Ils sont venus nous voir et puis, ce n'étaient pas les architectes, ce n'étaient pas des gens qui connaissaient forcément très très bien le bâtiment, il ne faut pas dire pas du tout. Et on les a accompagnés sous cette démarche jusqu'à la qualification en leur amenant pas à pas tout ce que nous pouvions mêler et apporter à cette équipe dans cette start-up pour finalement aller jusqu'au DATEC et mettre le produit sur le marché. Et puis, pas que là, puisque étant un institut à la transition énergétique, on a été en 2013, je dirais, choisi par l'État d'une certaine façon pour pousser finalement l'innovation, et cette innovation poussée à travers aussi un accompagnement financier. C'est ce qu'on appelle le PIA, le plan d'investissement d'avenir, et pour ça, Novatec je dirais, a géré une enveloppe d'une dizaine de millions d'euros qui permet de booster l'ensemble des acteurs du bâtiment et qui souhaitent apporter l'innovation et qui parfois sont contraints d'être freinés dans ce développement parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Même s'ils ont les moyens techniques, parfois, en totalité, ils sont parfois aussi freinés par ça. Et donc c'est Novatec qui aujourd'hui, à travers cet accompagnement,
permet notamment de venir apporter ce levier, qui n'est pas des moindres, et qui permet notamment, en reprenant l'exemple de cette société qui s'appelle Immoblade et de deux ingénieurs, d'arriver à les accompagner par du financement et rendre réel quelque chose qui était un rêve chez eux, et finalement, aujourd'hui, de trouver leur solution dans des façades comme certains aéroports, dans certaines écoles, collèges ou lycées, ou certains bâtiments tertiaires. Alors, c'est très bien de faire de la R&D amont, de penser à des choses qui seront réalisables dans 5, 6 ou 7 ans et qui auront une influence sur la transition énergétique et environnementale. C'est bien aussi d'accompagner des structures qui veulent aller sur le marché un peu plus vite parce qu'ils ont déjà quelque chose qui est déjà bien imaginé et de les accompagner financièrement pour y arriver. Mais c'est encore mieux si tout ça, en amont, on est en capacité de, finalement, de le mettre en œuvre à travers ce dernier pilier que j'appelle les services et dans lequel on intervient en tant qu'AMO environnemental ou en maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'on va faire du schéma directeur dans certains bâtiments et énergie. On va être un AMO classique au niveau bâtimentaire environnemental, mais aussi on va accompagner des structures sur la réalisation de certains projets qui vont être des hôpitaux, des cliniques, qui vont être des écoles, des EHPAD, des bâtiments pour des logements sociaux ou du privé. Et finalement, dans ces projets-là, on va faire en sorte que tout ce qui aura été vu en amont pourra être intégré, testé à l'échelle 1. Ça, c'est important parce que ça nous permet d'avoir des retours rapidement et d'avoir un retour d'expertise qui permet par la démonstration de finalement démontrer que tout ce qui est fait en amont peut être réalisable et non pas des choses qu'on va mettre sur l'étagère et qui vont, je dirais, prendre la poussière parfois. On a un réseau de Manuel, professionnels. Ouais. excuse-moi, avant de passer à la suite, j'aurais une question pour faire le lien avec la thématique de l'après-midi qui est les entreprises régénératives. Tu as parlé de biomimétisme. Donc, avant de régénérer le vivant, en fait, le biomimétisme, c'est s'en inspirer. Est-ce que tu as des exemples concrets d'innovation qui s'inspirent du vivant? Moi, j'avais entendu parler, par exemple, il y a déjà pas mal de temps de ça, de briques qui imitaient la structure des ruches pour construire des bâtiments et faire en sorte que le milieu urbain ne soit pas hostile aux abeilles, voilà, aux insectes de manière générale. Est-ce que tu as d'autres exemples? Alors, oui, il y a d'autres éléments sur lesquels on travaille, mais j'allais vous en parler un peu dans les prochaines planches. C'était notamment de vous parler aussi de certains produits comme enfin, algues qui sont plutôt nocives, comme la sargasse, qui arrivent sur certaines plages et notamment aux Antilles. Et finalement, on arrive en séchant cette sargasse et à la mélanger avec certaines terres, notamment locales, d'arriver à en faire des isolants, comme par ailleurs à arriver à notamment prendre une tière qui va être excavée sur un lieu où sera réalisé un bâtiment, de le mélanger éventuellement avec des laines de mouton. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la laine de mouton, quand elle est retirée donc au mouton, elle est très souvent envoyée, pour ne pas dire tout le temps, en Chine, transformée, elle revient chez nous en ballots de laine qui sont vendus pour faire des pulls et autre chose. Mais finalement, on peut la réutiliser très rapidement et en faire des isolants mélangés à des terres et donc faire des éléments qu'on appelle comme on l'a fait avec une paroi qui à la fois est dans la structure du bâtiment et isolante et qui s'appelle Paco et qui répond à ce genre de choses. Mais comme ça, on pourrait y passer la soirée. On a plein d'exemples sur lesquels on peut être amené à travailler et qui sont issus du naturel, de la nature et qui vont être mélangés et qui vont notamment répondre à tous ces projets de recherche qui ont 5, 6 ou 7 ans. Ce que je vous parlais de la sargasse, c'est par ailleurs quelque chose sur lequel on a travaillé et qui était plutôt sous la commande de l'ADEME. Euh, on est dans un réseau de professionnels sur lesquels vous en avez quelques-uns et je vous laisse à la fois les lire avec des gens comme ODIS ou Envirobat qui sont des gens qui portent le bâtiment durable en Nouvelle-Aquitaine comme en région Occitanie. On est à l'ECTP. Le CTP, j'en parle plus particulièrement parce que c'est un peu le centre un peu à Bruxelles et de l'Europe qui est là pour réfléchir à des consortiums qui vont être lancés et qui me permet de faire la transition avec ça, ces projets européens de R&D et innovation dans lesquels on intervient depuis une dizaine d'années. Par exemple, l'Europe se pose la question de
comment on doit massifier la rénovation. Et finalement, ils lancent un appel d'offres. Des gens sous forme de consortium y répondent. Ils ont un budget sur 4 ans. Ils doivent, à travers un démonstrateur qui va être, je dirais, accompli par un certain nombre d'acteurs de la filière, qui peuvent être des architectes, des gens qui vont être des bureaux d'études, des gens qui vont être à la conception de certains produits qui vont intégrer cette thématique pour la réaliser. Ben finalement, tous ces gens-là vont avoir 4 ans et ils vont faire des démonstrateurs à 1 ou 2 endroits en Europe et on va comparer ça pour que finalement, plus tard, ça puisse être dupliqué. Donc, Novatec est un acteur assez important dans ce domaine-là, dans ce secteur des consortiums européens initialement appelés H2020 et qui sont devenus Horizon Europe, puisque vous le voyez à votre écran, on a participé à la levée de 175 millions d'euros en 10 années et on a piloté pour 60 millions en coordination. Les projets que vous voyez en dessous de 2015 à 2026, ce sont des projets qui, chacun d'eux, ont des noms qui vous semblent peut-être un peu barbares, mais je vais n'en prendre que quelques-uns. PV Site étant autour des solutions photovoltaïques souples pour le bâtiment. Nature for City, vous imaginez bien que c'est l'intégration de la nature dans la ville et dans le bâtiment. BIM Forend, c'est comment on peut utiliser le BIM pour faire des rénovations plus importantes, plus efficaces, ou des choses comme Shelter dans le bandeau du bas, qui prennent notamment en compte le changement climatique, la montée des eaux et des sujets qu'on a travaillé notamment avec la Hollande, qui, comme vous le savez, est plutôt un pays qui se trouve en dessous du niveau de la mer et qui voit cette montée des eaux qui devient de plus en plus importante et pour laquelle ils doivent prendre un certain nombre de mesures, à savoir comment déplacer certaines choses, comment les mettre ailleurs, ou comment prévoir des constructions futures en prenant en compte ça. Mais pas que, c'est aussi prendre quelque chose dans lequel on est obligé de passer, qui est une transition, comment on réagit et comment on alerte finalement aujourd'hui dans les cataclysmes qu'on est en train de vivre, la population, pour pas qu'elle soit victime, et donc d'avoir des systèmes d'alerte qui vont être visibles en 3D et dont on voit par des canaux qu'on peut organiser comment on peut cloisonner ces quartiers, comment on les protège, et puis enfin, comment, en mettant un peu aussi de solutions issues de la nature, on va permettre à ces trous qui, au contraire de de la faire couler sur du bitume ou sur du béton, trouver des solutions qui allient à la fois la résistance et la possibilité de rouler dessus et la nature qui permet notamment à ces éléments de s'infiltrer rapidement dans la nappe phréatique. Et voilà autant de sujets dans lesquels on intervient et qui aujourd'hui montrent comment on intervient. Alors, peut-être Manuel, oui, c'est Philippe là. Juste pour bien comprendre, qu'est-ce qui fait justement, tu as présenté la structure, la spécificité de de la structure de Novatec. Qu'est-ce qui fait que justement Novatec INF4 intervient sur tous ces registres et éventuellement, qu'est-ce qui vous différencie d'une entreprise, on va dire, des bureaux d'études ou d'ingénierie qui fait que justement vous avez des atouts différents, vous intervenez sur des champs qui peuvent être pas forcément modélisables dans une entreprise classique, on va dire. alors, je dirais, c'est l'association de la recherche en amont que l'on fait aujourd'hui avec les universités ou les centres de recherche en collaboration, c'est-à-dire qu'on se met autour d'une table et même si parfois on est concurrent avec certains sur certaines parties, puisqu'on est vraiment le seul modèle économique à fonctionner comme ça, mais parfois il y a des gens qui ont des briques qu'on peut retrouver chez nous et on peut être concurrent sur cette brique en particulier. Mais en fait, on est en capacité aujourd'hui de se mettre avec eux et notamment en travaillant sur l'intérêt général, parce qu'on sait aujourd'hui que la concurrence, c'est bien joli, garder à soi, mais quand on partage, on va plus vite quand on est deux que quand on est tout seul, pour reprendre l'adage. C'est comme on réfléchit aussi beaucoup mieux lorsqu'on est deux cerveaux que lorsqu'il y a un cerveau tout seul, quoi. Donc, c'est ce qui nous ferait une particularité à participer à tout ça. La deuxième, c'est qu'on a une diversité de compétences qui nous amène notamment à pouvoir travailler dans une multiplicité de sujets. Et enfin, c'est parce qu'aussi, on a dans les associés qui sont chez nous, dans cette société coopérative d'intérêt collectif, où je précise, les gens prennent des parts sociales, ce sont des entreprises
ou des acteurs de l'ensemble de la filière qui représentent finalement un maillon, ou du moins la multiplicité des maillons que constitue cette chaîne de valeur qu'on a dans le bâtiment. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des TPE, des PME, des ETI, des organisations professionnelles avec lesquelles on va au quotidien essayer d'imaginer des choses qui vont répondre à leurs problématiques. Et c'est pour ça que dans ce que vous voyez à votre écran, vous allez avoir des bureaux d'études comme Verdi, qui sont un bureau d'études avec 300 salariés. Vous allez retrouver des gens comme Climater, qui sont plutôt des gens qui sont dans la CVC et des gens qui font 300 millions d'euros. Des gens comme GCC, qui sont des entreprises générales et qui font 1 milliard d'euros. Des gens qui sont dans la structure comme Alcar. Des gens comme Coveris qui font des façades intelligentes, des gens comme Eagle qui développent du logiciel, des gens comme Enerbim qui font du logiciel pour le solaire, du Ruti qui travaille dans le béton, la SML des lasers, dont je parlerai plus tard, qui est une foncière du bâtiment, Terrel qui est dans la structure, Socotrap qui est une entreprise générale. Voilà pour le premier pavé des TPE, PME, ETI. Et le deuxième pavé comprend plutôt les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, qui vont être à la fois des bailleurs sociaux, à la fois des promoteurs immobiliers, à la fois des architectes, des gens qui sont un peu de tous les horizons, et enfin des universités, le CSTB, des écoles de la rénovation, Technalia, les collectivités. Donc on voit en vous citant tous ces gens-là, finalement, que je vous cite finalement tout ce que aujourd'hui, quand on le met bout à bout, peut être amené à travailler ensemble pour réaliser un projet commun. C'est ça qui fait... Manuel, excuse-moi, je te coupe, mais justement, là, il y a une liste d'acteurs assez énorme. Enfin, je ne sais pas, il y en a une trentaine, quarantaine. Oui, au global, on doit être pas loin des 70 sur les externes. Et puis, donc, on est sur un nombre qui dépasse la capacité à faire une réunion de travail. Tu disais, on travaille ensemble. Comment vous structurez alors, l'implication dans l'activité de Novatec INF4 de ces différentes entités? Quelle forme prend concrètement la gouvernance en fait et le rôle de ces entités dans la gouvernance de Novatec INF4? Alors, ces gens-là, d'abord, tous ceux qui sont cités sont tous dans une assemblée générale. Et Oui. Ensuite, on a un conseil d'administration ce conseil d'administration est représenté par une douzaine de ces structures. Ces douzaines de structures représentent des gens qui sont de différents groupes, on va dire le groupe des TPE, les PME et ETI, comme les groupes maîtrise d'ouvrage, ou centres de recherche ou collectivités, de telle façon à ce qu'on puisse réunir autour de la table des gens qui ont le poids et la représentativité de l'ensemble de nos associés, on va dire, et qui vont notamment suivre avec nous à la fois notre feuille de route sur 10 ans, qui vont aussi suivre nos diversifications, nos investissements, voire même d'un point de vue financier, l'évolution de notre business, puisqu'on fait la R&D et on fait aussi du B2B, mais dans tous les cas, ce sont des choses qu'il faut qu'on aille chercher et amener. Et donc, ces gens-là vont participer dans des réunions régulières en CA à cette évolution et participer en proposant, puisque des gens comme le CSTB que vous voyez à côté des universités sont des gens qui siègent chez nous au même titre que d'autres structures, et par exemple Algoé, puisque certains font partie d'Algoé. Algoé est un des membres de ce conseil d'administration et participe à tous ces échanges, voire même à toute démarche de labellisation nouvelle dans laquelle on pourrait se lancer, quoi. Avec ce que j'avais compris, c'est que donc dans le modèle, c'est un actionnaire, une voix, donc ce n'est pas. Alors, c'est vrai de le préciser, c'est un actionnaire, une voix. Les salariés qui le souhaitent peuvent être des associés, et j'en fais partie. Ça veut dire qu'à aucun moment, même une ETI la plus importante chez nous, qui représente 1 milliard d'euros et qui est présente, ne pourrait, je dirais, prendre le pouvoir sur l'ensemble de la structure. C'est ce qu'on a voulu faire, puisque quand on a créé au départ Novatec, on était d'abord une association, puis ensuite on a souhaité tourner la page pour entrer dans une forme de scope, puisqu'une société coopérative d'intérêt collectif, c'est plutôt adossé au scope.
Et on a donc cette gestion sous forme de SA au capital variable qui nous permet effectivement d'avancer aisément avec une partie qui est apportée de fonds par ces structures qui les mettent et qui peuvent les récupérer à tout moment. C'est-à-dire que ces structures-là, en fonction de leur chiffre d'affaires et de leur volume, mettent une quote-part dans Novatec. Cet argent est destiné à participer à la rénovation de certains projets qu'ils veulent mettre en œuvre eux-mêmes et qui peuvent parfois être abondés par le PIA, puisque ce PIA est un système d'abondement ou de forme de subvention qui vient pour 1 € investi apporter 1 autre €. Dans l'exemple que je vous montrerai un peu plus tard, dans 2 planches, vous verrez qu'on peut même aller jusqu'à du 60% d'abondement. C'est-à-dire que j'ai un projet à 1 million d'euros à réaliser, c'est le coût global. Moi-même, industriel, je n'en possède que 400 000. Je monte un dossier avec Novatec, à la fois technique et financier. On présente ça au LGPI, le service du Premier ministre, de la Première ministre. Sous 1 mois et demi, 2 mois, c'est validé. On a 600 000 € qui viennent et qui permettent notamment d'aller sur le développement de cette solution qui verra le jour sur le marché. Particularité de Novatec dans cet exercice-là, c'est qu'on est les garants finalement de la bonne exécution et les techniques et les sachants qui vont pouvoir tout au long du parcours accompagner la structure sur la bonne réalisation et l'accomplissement de ce projet qui, comme vous l'avez compris, est subventionné et c'est une subvention non remboursable à hauteur de 60%. C'est quelque chose d'assez particulier et l'État a fait ce choix pour venir booster l'innovation. Ça me permet de faire aussi un point sur la planche suivante. Peut-être juste, excuse-moi Manuel, juste pour revenir par rapport au... On parle beaucoup de méthodes d'analyse de la valeur, hein, il y a pas mal d'acteurs là-dessus. La particularité que moi j'y vois dans votre mode de gouvernance, c'est qu'elle a l'avantage d'être représentative de l'ensemble des parties prenantes. C'est un sujet qui est assez cher je dirais, à ceux qui font la démarche d'analyse de la valeur. C'est-à-dire que face à une problématique, un projet, un enjeu, c'est de se dire bah, c'est intéressant de mettre autour de la table toutes les parties prenantes de la conception, de l'expression de besoin, de la conception des différentes solutions et qui permettent justement d'avoir cette richesse d'échange, de partage. Et avec en plus cette notion une action, une voix, c'est aussi une écoute partagée. Donc il y a pas de, il y a un certain équilibre donc une obligation d'écouter l'autre, hein, sa vision, ses préoccupations, pour essayer de construire et mettre en œuvre des solutions qui intègrent justement toutes ces problématiques, tous ces enjeux, tous ces besoins. C'est vrai, et autre chose, c'est aussi de dire que tous les bénéfices de Novatec sont réinvestis. Ils sont réinvestis dans la recherche et dans notamment ce parcours. On est quand même dans une structure qui pourrait se démultiplier, mais on a une mission qui est hyper importante à travers cette labellisation de ITE, c'est de transférer. C'est-à-dire d'amener avec notre accompagnement et un certain nombre, vous avez vu, de leviers, de faire en sorte qu'il y ait une transmission qui soit faite vers je dirais, les acteurs, quels qu'ils soient, et quel que soit le niveau, que ce soit un maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre, que ce soit un bureau d'études, un architecte ou une entreprise générale, un bailleur social ou d'autres catégories, c'est de transférer la connaissance et la compétence pour que derrière, elles puissent se dupliquer et elles puissent finalement retomber, si je puis dire, en plus fine et de façon plus bénéfique sur l'ensemble de la filière. Alors, puisque le sujet était de parler de modèle économique, j'ai rajouté, moi, une planche qui est la suivante et qui nous a un peu aussi inspiré. Je ne sais pas si les gens qui sont aujourd'hui présents ce soir connaissent cet exemple-là, cet exemple de coopérative. Il y a un groupe en Espagne, donc de l'autre côté de la frontière, si je puis dire, qui s'appelle le Groupe Mondragon. C'est un groupe qui est solidement ancré dans cette zone du Pays Basque et qui est né plutôt pas loin de Bilbao
il y a une soixantaine d'années, voire même un peu plus, et qui est un véritable poids lourd de l'industrie mondiale et notamment espagnole, puisqu'il est au 7e rang des grands groupes espagnols, et qui est né sous cette volonté, au moment de l'après-guerre civile, insufflée par, je dirais, un prêtre qui s'appelle José María Azamendiarrieta, d'installer autour de la ville de Mondragón euh, un outil qui permettait notamment de faire en sorte que l'industrie locale puisse s'organiser à la sortie de cette guerre qui est en 36 et en 43, d'insuffler une dynamique autour de cette région et faisant en sorte que plus tard, en 1956, ils encouragent la forme d'entrepreneuriat avec 7 autres ingénieurs et qui ont donné lieu notamment à la première coopérative ouvrière industrielle qui s'appelle Ulgor. Ça, c'est important puisque depuis, ces gens-là ont des chiffres qui sont, c'est vrai, assez étourdissants. Coopération Mondragón, c'est le 7e groupe industriel d'Espagne, 80 000 travailleurs, 266 entreprises, 98 coopératives. Ils sont dans le secteur de l'industrie, de la finance et de l'alimentation. Autant de sujets qui étaient présents sur le territoire et qu'ils ont réussi à regrouper. Ils sont même les créateurs des supermarchés coopératifs qui s'appellent Eroski. Il y a grosso modo chez Eroski, c'est à peu près 1600 établissements, si ma mémoire est bonne, une sorte de carrefour à la française. Et ils ont même intégré une banque qui s'appelle la Caja Laboral, qui a tout un jeu qui permet derrière de venir accompagner des entreprises qui sont réparties dans ces différents secteurs et qui permettent notamment, ont permis notamment de créer leur propre sécurité sociale et voire même leur propre caisse de retraite qui ensuite a donné lieu aussi à la création d'écoles, de centres de formation ou d'universités. Il y a une université qui s'appelle Mondragón et qui aujourd'hui amène à avoir une gouvernance qui est participative et qui, au fur et à mesure de ces années, permet notamment et de viser certaines croissances et qu'elle assure une pérennité tout en protégeant au maximum ses employés et qui amène aussi on va dire, la possibilité de récompenser, on va dire, les gens qui ont mis de l'argent dans cette coopérative, ainsi que de venir renflouer certaines structures qui peuvent, à un moment donné, avoir des difficultés dans leur vie quotidienne, et voire même, lorsqu'une société est en surcharge et que l'autre est en sous-charge, de venir compléter ça par les travailleurs qui sont dans une activité, en ayant forcément les compétences qui y répondent, hein, et de les basculer de l'autre côté. Donc aujourd'hui, c'est une manière pour eux de redistribuer des bénéfices. 10% sont reversés à la région, donc le Pays basque, suivant une loi basque, et 60% sont préservés sous une forme d'épargne, et 30% sont attribués donc à ces travailleurs coopérateurs. Et il y a, pour le niveau décisionnel, une décision qui s'opère en assemblée générale, qui a lieu chaque année. Et comme chez nous, une personne, une voix, et derrière, ça permet notamment d'avoir une qualité et une avancée qui est assez importante. Et je citerai juste pour terminer par rapport à ce groupe, quelque chose que disait le fondateur ou un des premiers fondateurs, ce prêtre, José María Arcimendieta, c'était de dire que le monde nous a pas été donné simplement pour le contempler, mais pour le transformer. Finalement, il le transforme à travers tout ce qu'il génère, tout ce qu'ils ont pu faire ces dernières années. Alors nous, à notre petit niveau, de notre SCIC, ben, on participe un peu sous une forme assez proche de celle-là, dont on s'est inspiré un peu, à travers la R&D et de la R&D pour aller jusqu'au marché. Je vous cite juste quelques exemples pour pas non plus être trop consommateur du temps de certains Manuel, sujets. Ouais. je sais que tu as beaucoup de diapos sur cette partie-là. Il faudrait vraiment qu'on termine à 18h20 max, par contre.
pour enchaîner Alors, sur... je finis sur la dernière. Je vous montre quelques solutions dans lesquelles on a pu travailler, quelques éléments de performance énergétique. Tout à l'heure, je vous parlais de multifonctions et de façade active. Je vous parlais d'économie circulaire. Je vous parlais de maîtrise de l'impact des opérations d'aménagement. Je vous parlais d'opérations de maîtrise d'ouvrage, de schéma directeur énergie. Et puis finalement, j'arrive à la fin, puisqu'on m'a demandé de parler d'un élément qui pourrait faire appel au PIA, au plan d'investissement d'avenir. Donc en fait, on a un exemple qui est cette foncière qui est propriétaire de plusieurs bâtiments, où il y a un opérateur maintenancier exploitant qui s'appelle Eiffage. Et donc, l'objectif de tout ça était finalement de créer un projet dont la finalité de ce qui allait sortir autour du BIM et de la gestion, exploitation, maintenance, d'avoir quelque chose qui permettrait rapidement de trouver des économies à grande échelle sur l'ensemble des bâtiments qui étaient concernés. Donc, on a fait ce qu'on appelle un projet aval qui a représenté un budget de 458 692 euros, où à travers Novatec, on a apporté du PIA 194 000 euros, une mise à disposition de certains ingénieurs de chez Eiffage Énergie et une sous-traitance d'un acteur qui est venu accompagner. Ça a permis tout ça de répondre aux enjeux qui étaient la centralisation de certaines informations et l'homogénéisation de ces données, d'avoir des moyens qui allaient être travaillés sur l'interopérabilité et puis les mettre en relation avec les mainteneurs qui étaient des gens d'Eiffage, tout en s'appuyant sur des outils accessibles et qui étaient utilisés par quasiment tout le monde, depuis, je dirais, la foncière jusqu'au concepteur et maintenancier qui était le BIM. Et in fine, c'était de réduire les consommations énergétiques, avoir des gains de temps pour les opérateurs de ce patrimoine, mais aussi d'améliorer l'autoconsommation, puisque dans ces bâtiments, il y avait la possibilité de produire de l'énergie à travers du solaire intégré sur les toitures, mais aussi de faire appel à de l'énergie géothermie, et finalement d'avoir quelque chose qui réponde à tout ça. Le PIA a été le moyen qui aura permis à ce projet d'atteindre notamment une économie globale de l'ordre de 30%. Voilà, je termine très rapidement pour donner lieu à des questions s'il y en avait dans les 3 quarts d'heure qui m'avaient été donnés.